Ça vous va? Vous êtes parfait. Génial alors. Cool. Ça marche. Jacqueline, on est ici dans les rues de Perpignan. Et il paraît que c'est le centre, enfin Dali disait que c'était le centre du monde, en tout cas la gare de Perpignan. C'est où pour vous le centre du monde, Jacqueline Co? Ça serait peut-être un peu Detroit. C'est quand possible. C'est quand la première fois que vous êtes allé à Détroit? Alors, vous avez beaucoup filmé Détroit, j'ai vous êtes beaucoup filmé Detroit. Et on va laisser passer peut-être le petit train touristique. C'est génial. Qui permet de découvrir la ville. Voilà. Il a choisi pile son bon moment. Ça, il n'y a pas à Detroit, par exemple. Il n'y a pas de petit train touristique encore. Il n'y a aucun tourisme. Non. D'ailleurs, j'ai une très jolie anecdote. Justement, la toute première fois où j'y suis allée, je crois que ça devait être en 2003. Parce que je voulais comprendre un peu qu'est-ce qui... Et là, j'étais toute seule. J'ai filmé, enregistré, j'ai tout fait toute seule. Et ça a donné un tout petit court-métrage à la fin. Parce que je voulais comprendre qu'est-ce qui pouvait faire que dans une ville aussi défaite, il y avait eu cette musique aussi puissante et qui s'était répandue dans le monde entier. Je me disais, pourquoi on n'a pas ça à Roubaix, nous, par exemple Il y a des villes qui sont très fortes en musique en France. Absolument. On pense à Rennes, par exemple. C'est souvent des ports, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est souvent là où il y a beaucoup de lieux d'échange. Et donc, je suis partie à Detroit à ce moment-là. Et quand je suis arrivée à la douane, le douanier me dit « Mais qu'est-ce que vous venez faire à Detroit ?» Je dis, je viens passer quelques jours de vacances puisque j'avais aucun permis pour tourner, etc. Et je le revois encore avec son tampon suspendu au-dessus de mon passeport en disant « Personne ne vient jamais en vacances à Detroit. » Qu'est-ce que vous venez vraiment faire? Voilà, alors après j'ai dit, je viens avoir des amis qui sont musiciens techno, etc. Ce qu'ils ne savaient pas. Voilà, parce que c'est ça qui est quand même quelque chose de très très surprenant, c'est que cette musique, elle a existé bien sûr au début quand même dans cette ville avec un petit cercle autour d'eux, mais c'est pas une musique qui a été connue vraiment dans la ville et encore moins aux États-Unis. Leur carrière s'est faite en Europe. Les Américains savent que Motown est né à Détroit. Ça, oui. Donc voilà, l'histoire de la soul noire américaine. Voilà. Ça c'est le nom de l'Amérique. Voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne sait pas, en tout cas aux États-Unis, parce qu'en France, en Europe, on le sait, que Détroit, c'est une des villes pionnières, avec Chicago bien sûr, mais où s'est inventée la techno, la house, où c'est vraiment la house, non, c'est plutôt quand même à Chicago. Mais la techno, oui. Par contre, ils savent très bien que Eminem est de Detroit. Ils savent que les MC5, c'est de Detroit. On sait que Iggy Pop aussi est passé. Est de Detroit. Il y a quelque chose autour. Donc il y a le blues. Le rhythm and blues, le punk. Le punk. Mais la soul, oui. Il y a 4 révolutions musicales successives qui passent par Detroit. Ouais. Et la 4e passerait inaperçue. Relativement, oui. Moi, je dis toujours que Detroit, c'est une ville musique, quoi. C'est vraiment une ville dans laquelle il s'est passé tellement de bouleversements musicaux, où il y a en plus, comme ils le disent eux-mêmes, tous les moyens en même temps pour pouvoir réaliser eux-mêmes, puisque l'important aussi, ça a été que chacun a créé tout de suite son propre label. C'est-à-dire que ça, c'était génial quand même. Ils avaient 17 ans, 18 ans, ils étaient au moment de l'avènement d'Internet, qui à ce moment-là les a servis. Après, ça a posé problème dans l'industrie du disque, mais au tout début, c'est vrai que ça les a servis. Donc, ils avaient leur home studio, ils avaient les possibilités d'aller faire graver leurs disques sur place. D'ailleurs, pour Never Stop, j'ai retrouvé une de ces usines où on peut encore graver les disques. Et ça, c'est magnifique, parce que c'est des faire leur pressage eux-mêmes. Voilà, faire leur pressage eux-mêmes, ce qui n'a plus été possible après avec les CD. Voilà, donc il y avait toute la possibilité de faire eux-mêmes leurs pochettes, et ils faisaient tout eux-mêmes, d'ailleurs, ils faisaient leurs paquets, ils envoyaient ça partout dans le monde entier, et voilà. Donc c'est comme ça c'est-à-dire ils se sont fait tout de suite connaître hors frontières. Voilà, ils ont utilisé les moyens technologiques nouveaux, à l'époque,
et ils ont débordé leur ville tout de suite. C'est comme s'ils avaient fait un saut, quoi. Hein, voilà, donc, et du coup, localement, il y avait bien sûr un petit groupe hein, de fans, etc. Mais pas tout le monde était au courant. Voilà. Et il y avait un club, bien sûr. Il y avait un petit club dans lequel l'Institut de musique, Institute of Music, qui a disparu depuis, où ils se retrouvaient tous, où ils allaient tous jouer, etc. Mais c'est pareil, c'était un tout petit cercle qui le fréquentait. Je voudrais parler du film Man from Tomorrow qui sera projeté, je crois, cet après-midi. Demain après-midi. Demain après-midi. Qui est un film vraiment avec Jeff Mills, avec ce DJ de Détroit que vous connaissez depuis longtemps. Et c'est vraiment un film hyper intéressant parce que c'est complètement autour de lui. Il n'y a pas de parole pendant les 18 premières minutes. On est plongé dans la musique, dans l'univers mental de Jeff Mills. Et puis ensuite, il prend la parole. Et c'est des sortes de réflexions, de sentences. C'est sa façon de voir le monde. C'est une conversation dans laquelle vous auriez enlevé vos répliques. Tout à fait. Et c'est ça qu'on a l'impression d'entendre. Et puis, on voit sa silhouette qui se dessine un peu comme une sorte de Giacometti contemporain. Et il y a beaucoup de sentences qui m'ont fait penser... Enfin, il y a une phrase qui m'a fait penser à votre travail, où il dit il faut trouver des nouvelles formes de représentation. Et j'ai l'impression que ça, c'est le centre de votre travail, Jacqueline Caux, c'est de trouver la forme de représentation de la musique ou de la forme de création artistique qui vous intéresse. Ben oui, c'est ça qui est... je le dis quelquefois, ce qui est étrange chez moi, c'est que, bon, moi je ne peux pas vivre sans musique, ça c'est clair et net. J'en ai besoin vraiment pour vivre, pour respirer, pour supporter ce monde aussi. C'est quand même pas très simple, tout ce qu'on vit et tout ce qu'on voit autour de nous. Il y a des choses qui nous heurtent, qui nous blessent, qui sont vraiment difficiles et douloureuses. Et donc c'est vrai que la musique, c'est sans doute un peu ma bulle ou ma drogue ou tout ce qu'on veut. Hein. Et je me dis toujours, mais quand je suis chez moi, par exemple, la plupart du temps, j'écoute avec très peu de lumière, ou les yeux fermés, ou pour plonger vraiment dans les sons. Et je dis, mais pourquoi tu vas filmer, quoi ? Puisque c'est l'opposé de ce que tu fais quand tu es toute seule. Et il y a deux raisons. L'une qui est que je peux me permettre d'être au plus près des musiciens, puisque je travaille toujours quand ils sont dans des moments de travail, dans des moments de répétition, pas dans des moments formels de vrais concerts, de tout ça, de manière à m'approcher d'eux. Par exemple, dans Les couleurs du prisme, il y a eux-mêmes, il y a des plans qu'ils aiment beaucoup et moi aussi. Quand je suis très très près des visages, par exemple, il y a quelque chose qui me permet de capter ce que j'appelle le regard intérieur. C'est-à-dire là, on sent toute l'attitude d'écoute, toute la précaution, tout le concentrement, la concentration de ces musiciens qui sont en train de jouer quelque chose ou de créer quelque chose. Et avec Jeff, ce qui m'intéressait, c'était d'arriver à rendre avec des images, bon, c'est pas simple, on n'est pas toujours satisfait non plus de ce qu'on fait, mais plutôt les sensations. Voilà, qu'est-ce que j'ai comme sensation en écoutant la musique, parce que ce que je dis parfois, c'est qu'est-ce que c'est que la musique, c'est des fréquences. Et qu'est-ce que c'est que les fréquences, ce sont quand même des choses qui traversent notre corps. Hein, la musique, c'est pas seulement l'esprit, la tête, l'intelligence, c'est aussi corporel, c'est aussi physiologique. Hein, voilà. Et comment est-ce que je peux réussir à rendre compte ça sans être pour autant une VJ? Voilà, j'ai pas non plus envie. D'abord, c'est pas ma génération. Et puis, je suis rarement satisfaite de ce que je vois quand il y a des moments où il y a des images et les concerts en même temps. Je suis rarement satisfaite. Voilà, donc essayer de trouver quelque chose. Et pour Man from Tomorrow, ce qui m'intéressait aussi, et Jeff aussi, c'était ce qui l'intéressait, c'est qu'on n'a pas triché, c'est-à-dire il n'y a aucun effet numérique, tout est optique. Hein, j'ai vraiment travaillé avec les ombres, voilà, donc il n'y a aucun trucage. Il y a un autre film qui a été projeté, hier, Les couleurs du prisme et la mécanique du temps. C'est un film qui est écrit par Daniel Caux, mais que vous avez réalisé. Daniel Caux, avec qui vous avez partagé une vie de découverte, de travail, de passion. C'était quelqu'un d'extrêmement enthousiaste, hein, que ce soit sur les musiques d'Afrique du Nord ou la musique répétitive ou les musiques de phase américaines. Le jazz, évidemment. C'est quelqu'un qui a fait venir Sun Ra en France. Donc Albert Haïler. On croit
croise beaucoup d'histoires musicales. Et puis, si on n'entend pas des voix ou de visages, on voit beaucoup la ville. Vous filmez beaucoup la ville ou les lieux. Et j'ai l'impression que à chaque fois que vous racontez une musique, vous voulez la faire comprendre, c'est par les lieux où elle est produite qu'on va la saisir. Oui, pour moi c'est capital. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas habiter, par exemple, les musiques répétitives, pour moi elles sont essentiellement urbaines. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment dans ce qu'on voit lorsqu'on est à New York ou lorsqu'on est à San Francisco. Il y a quelque chose comme ça, les cycles. Dans nos vies et dans les villes dans lesquelles nous vivons, on a des cycles. On a le cycle où on va prendre toujours le métro plus ou moins à telle heure parce qu'on va travailler là, nanani. Il y a un plan qui est fabuleux, on voit les journaux qui dansent. Les journaux qui s'envolent. Ouais. Voilà, ça c'était à New York. Ouais. Et ça c'est le bonheur aussi et les hasards parce que je suis sortie du métro pour aller rencontrer Meredith Monk et juste au moment où je sortais du métro, tout à coup il y a eu un tourbillon comme ça qui est arrivé, il y avait un kiosque avec tous les journaux et j'ai rappelé Patrick, mon caméraman, viens vite, voilà, il nous fait un truc exprès pour nous, quoi, voilà. Mais c'est vrai que je crois que les villes, de même que Detroit, voilà, ça influe vraiment ça nous imprègne tous et ça joue évidemment sur notre mental, sur la façon qu'on a après, qu'ont les musiciens aussi de jouer, et c'est vrai que c'est important. Et quand Jeff Mills, pour en revenir à lui, essaye d'imaginer des sons qui se passeraient dans l'espace autour d'une planète, etc. Quelle fréquence on entendrait si on s'approche de Jupiter, etc. Ou comme sonnera, voilà, qu'est-ce qu'il y aurait autour de Saturne. Voilà, donc en effet, l'environnement dans lequel nous baignons, dans lequel on souhaiterait baigner, ça favorise notre imaginaire, ça joue sur notre imaginaire. Donc moi aussi j'essaye de le mettre en image, en lien avec ces musiques-là. Ça résonne, quoi, en tout cas, ça résonne. Ça aussi, ça résonne. Si Cage était là, il dirait, voilà, ça c'est de la musique. Vous avez parlé de Meredith Monk, c'est une super compositrice, chanteuse, chorégraphe. Dans votre travail aussi, revient toujours l'idée que la place des femmes n'est peut-être pas celle qu'elle devrait avoir. Quand vous racontez l'histoire de la soul de Détroit, vous rappelez que Berry Gordy, en fait, a eu l'idée sans doute de monter un label grâce à sa première femme. Thelma Gordy. Ouais. Thelma Records a commencé à faire travailler les premiers musiciens des Funk Brothers. Quand vous vous intéressez, quand vous choisissiez de faire un film sur des musiciennes, des chanteuses du Maghreb, c'est quoi le sens politique à ce moment-là ? C'est extrêmement important. C'est-à-dire au moment où j'ai décidé de faire Si je te garde dans mes cheveux, qui va passer tout à l'heure, et puis Hadawaki, puis là je suis en train de préparer encore un autre film qui va remonter encore plus loin dans le temps puisque je vais partir jusqu'au 8e siècle à Médine. Est terminé avec je croyais que tu avais fait un film sur une rappeuse égyptienne. C'est elle qui va clore le film. C'est-à-dire on va commencer au 8e siècle à Médine et on va terminer en passant par le 11e siècle, en passant par les années 40, l'âge d'or des musiciennes arabes au Caire, et on va terminer avec une jeune rappeuse qui se trouve au Caire et qui est une jeune femme absolument fantastique. Comment elle s'appelle ? Soska. Voilà, j'espère la faire venir d'ailleurs. Et donc pour ces femmes, quand j'ai décidé de faire ce film, d'abord Si je te garde dans mes cheveux, évidemment, ça a un rapport avec le tabou de la chevelure, où normalement les cheveux doivent être cachés, ce qui n'est pas leur cas. Vraiment, c'est pas leur cas aussi dans leurs paroles. Elles vont parler d'amour, elles vont parler de sensualité, elles vont parler d'alcool. Shira Rimiti était vraiment quelqu'un qui était très connu pour bien aimer la bière et en parler comme si c'était l'écume de la mer. Il y a un chanteur l'autre jour qui me disait que Rimiti, son nom vient du français. C'est ça. Remettez-moi une goutte. Il y a quelqu'un avait offert à boire dans un café et elle a appelé la serveuse et elle a dit Rimiti-moi ça, la patronne. Et ce nom lui est resté. Voilà. Donc c'était vraiment des personnes, voilà, c'est des femmes qui ont des libertés incroyables. Et quand il y a eu tous ces attentats à Paris, et quand il y a eu cette histoire autour du voile, quand il y a eu tout ça, il m'a semblé nécessaire de reparler, de dire qu'à nouveau, dans tous ces pays-là, il y avait des femmes qui se battaient
qui se sont toujours battues et qui continuent à le faire et qu'elles ont... Il faut les saluer, quoi. Moi, je leur rends hommage aussi à travers ces films et je crois qu'à la fois, c'est politique, c'est musical bien sûr, mais c'est quand même extrêmement politique. Et c'est vrai que je me suis rendu compte il y a peu de temps qu'en fait, tous les films que je fais sont d'une part des hommages, ça c'est sûr. Je me rends compte qu'en fait, à chaque fois, je rends hommage, soit à un courant, soit à des musiciens, soit à des postures, soit... Et toujours, il y a un lien avec la politique et il y a un lien avec le social. Et je crois que c'est quand ces dimensions-là, avec le talent bien sûr musical, mais c'est quand il y a ces 4 dimensions que j'ai envie d'y aller. Parce que c'est vrai que personne ne me demande les films, c'est moi qui me les commande à moi-même. Hein. Donc je suis quand même... Ça empêche pas de rencontrer parfois le grand public parce que oui. Tu me disais hier que Adawaki, le film a été projeté au Maroc. Sur la 2, qui est l'équivalent de la 2 chez nous, donc une grosse chaîne, et il y a eu 4 millions de téléspectateurs pour regarder ce film. Donc, sur une chanteuse dont certains pensaient qu'elle était morte. Absolument, absolument. Donc, ou certains voulaient faire croire qu'elle était morte. C'est ça qui est dingue. Voilà, il y a des gens qui ont voulu tuer cet artiste. Oui, oui, absolument. Et c'est vrai, après, ce qui me fait plaisir aussi, c'est que heureusement pour moi, d'ailleurs c'est comme ça que je peux continuer, mes films tournent beaucoup. C'est-à-dire je suis beaucoup invitée au Japon, en Corée, aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, en Angleterre. Là, je pars en Écosse tout de suite après, etc. Donc ça tourne. Donc, ce qui est assez sympathique, c'est qu'à chaque fois, je retrouve comme une sorte de famille. Hein. C'est des gens, on a des affinités, on a des goûts musicaux communs, voilà. Et c'est comme ça qu'on se rencontre, quoi. Donc, et c'est vrai que ça me donne le désir de continuer. Ça, c'est clair. Et financièrement aussi, ça me permet de continuer, parce qu'il y a quand même cet aspect-là qui est très important, c'est, voilà, quand on revendique une indépendance, il faut quand même arriver à boucler le film et à pouvoir ensuite le rentabiliser, en faire un autre, etc. etc. Et j'en ai quand même fait 14. Donc, vous filmez souvent de très près les mains. Vous avez parlé des visages, mais c'est beaucoup les mains. Oui. Et notamment Adawaki, quelque chose de très beau, quand elle enlève le henné qu'elle a posé sur ses mains. Absolument. Il y a quelque chose dans les mains, que ça soit évidemment les musiciens. Donc là, il y a un lien direct, que ça soit... Quand Carl Craig manipule, quand il fait tourner le vinyle, là, c'est des plans qui sont hyper sensuels, alors que ça peut paraître très anodin. Absolument. Et c'est toujours... Je rejoins encore ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment... Ce que j'aime aussi pourquoi toutes ces musiques qui peuvent paraître disparates, pour moi ont tout un lien, c'est qu'elles sont en lien avec le corps, une fois de plus. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que je recherche quand même? C'est la transe quelque part. On dirait pas comme ça, hein, mais si. C'est la transe. Voilà, c'est quand même quelque chose qui nous fait sortir de notre quotidien. Moi, le quotidien m'ennuie profondément, mais profondément, quoi. Je veux dire, aller faire les courses, manger, tout ça, quelle barbe. Et par contre, c'est vrai que là, se créer ces moments où on part, quoi, vraiment on part, sans avoir besoin de substance, mais parce que la musique est tellement puissante. Ça a pu aider quand même. Ah, ça a pu aider certains, ça c'est vrai. Non, mais la techno n'aurait pas explosé sans les extas. Non, ça c'est sûr. Ça, et certaines musiques répétitives non plus. Bien sûr. Mais beaucoup de grands DJ ne prennent pas de drogue du tout. Et d'ailleurs, ce qui est très joli, j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec Derrick May, qui avait fait d'ailleurs une très très belle prestation. Qui est un des fondateurs de la techno de Détroit. Voilà, qui est un des fondateurs qui était le copain de Juan Atkins, qui a beaucoup aidé aussi, même Juan Atkins, parce que c'est lui qui a été faire le siège d'Electrify Mojo, qui à l'époque était à la radio, et qui pouvait donc passer les disques, et quand Mojo passait les disques, il les passait pas une fois dans la soirée, il les passait 5 fois, 6 fois, 7 fois, enfin, voilà, il matraquait, quoi. Hein. Donc voilà, et Derrick May me disait, mais attends, regarde Jacqueline, maintenant, on a plus de 50 ans, tous, hein, et on est encore frais relativement, et on a une vie de dingue parce qu'on voyage tout le temps. Si on avait pris des drogues, on serait pas dans cet état-là. Voilà, on pourrait pas. Donc il y a même chez eux, je trouve, une hygiène de vie. Quoi, c'est vraiment, je vois bien. Moi, quand je dîne souvent avec eux, on se voit souvent. Ah, Jeff Mills, c'est un samouraï. Ah, mais complètement. C'est-à-dire, c'est vraiment, voilà, comme les sportifs. Hein. Voilà, mais comme ils disent, ils ont raison. Mais attends, nous, on va jouer pendant 6 heures d'affilée.
Donc qu'est-ce que tu fais? Tu te prépares quoi, hein? Donc tu vas pas manger des nourritures lourdes, tu vas pas trop boire, tu vas pas prendre de choses. Laurent Garnier, même chose. Même chose, tous ils sont là-dessus, très très, comme un sportif, comme un danseur, comme voilà quoi. Hein? Il y a la volonté de durer aussi, cette volonté de durer, qui les a surpris, parce que en plus au tout début, quand on en parlait, ils disaient mais tu sais ça va être un mouvement qui va durer 4-5 ans. Voilà, c'est comme tout, au bout dans 10 ans on parlera plus de nous. Ça fait quand même 35 ans qu'ils sont là quoi. Ah, c'est quand même beau. C'est quand le premier souvenir de trance, Jacqueline Coe? Ah, c'était avec Sun Ra. Ça, c'était avec Sun Ra. Donc c'était à la Fondation Mag, voilà. Je venais de rencontrer Daniel. Voilà, donc d'abord il y avait ça, j'étais incroyablement amoureuse. Une histoire d'amour voilà, déjà. Donc ça c'était quand même déjà quelque chose de magnifique. Tu sais qui était à ce concert aussi? Non. Catherine Ringer. Ah oui, la chanteuse d'Erita Mitsuko, elle m'en a parlé, elle m'a dit c'est, je pense, le concert le plus important de ma vie. Ah ben je crois que ça a bousculé vraiment beaucoup de gens. Il y avait aussi Catherine Millet d'Art Press, avec qui j'ai beaucoup travaillé aussi, j'ai écrit pas mal dans Art Press. Et c'est vrai que quand Sun Ra est arrivé avec toute sa troupe, ses musiciens, il y avait derrière lui projeté des guerriers africains qui étaient là, vraiment. Il y avait John Gilmore aux percussions, il y avait Marshall Allen, il y avait etc. Il y avait tous. Mais ça a été du délire, quoi. Et là, moi, j'étais au 7e siècle. Et en plus, c'était beau parce que Daniel m'avait dit, quand tu verras, on va se faire un quotidien magique. Et j'ai dit, Daniel, ça y est, on commence. C'était juste extraordinaire, quoi. Là, ça a été vraiment un grand moment. Il y avait peut-être eu avant, parce que même avant de rencontrer Daniel, j'étais déjà complètement dans le free jazz. Moi j'ai découvert le free jazz, j'avais 14 ans, donc ça a été vraiment ma grande Comment on tombe sur le free jazz à 14 ans? Ah parce que j'avais quelques amis qui m'ont fait écouter tout de suite Don Cherry. Et c'était à Paris déjà? Don Cherry et Ornette Coleman. Ah oui, parce que j'allais au Chaki Pêche, évidemment, j'avais pas du tout l'âge. Et de plus, j'étais haute comme 3 puces, mais ça fait rien. Donc j'étais entourée comme ça. Et c'était en plus vraiment, ça correspondait à ma révolte. Pourquoi? Parce que j'ai toujours considéré que les révoltes esthétiques étaient souvent plus satisfaisantes que les révoltes politiques. C'est-à-dire que là, il y avait quelque chose qui était la revendication d'une dignité. Et je me retrouvais là-dedans. Voilà, moi j'étais en conflit terrible avec ma famille. Et donc là, c'était mes frères d'armes, quoi, quelque part. Et donc j'étais en lutte, je mettais les disques les plus forts possibles, voilà, contre la télé. Enfin, c'était la bagarre au quotidien. Mais c'était vraiment quelque chose où je me suis retrouvée immédiatement, en se disant, là encore, mais il existe un univers infini dans lequel je peux plonger, dans lequel je peux être, dans lequel je peux être bien, surtout, où je suis bien, quoi. Voilà, là, je suis en phase. J'avais une théorie, moi, sur Sun Ra, parce que Sun Ra, il jouait avec une sorte de casque qui était censé le relier directement à l'espace, aux planètes. Il y a un afrofuturisme qui... moi, ma théorie, c'est que c'est une façon de s'échapper, de fuir le racisme, de penser que finalement tout le monde vient de l'espace et tout le monde en ressort, enfin que c'est notre destin à tous d'y retourner. Il y a une façon de dépasser le racisme là-dedans. Et ma théorie, c'est que finalement, les DJ qui décident de disparaître et de se cacher, aujourd'hui c'est Daft Punk, mais au départ c'est Underground Resistance, et c'est un geste très fort de jamais montrer leur visage, de toujours être masqué. Je me demandais si c'était pas aussi une façon de dépasser le racisme. Alors il y a 2 raisons à ça. Il y a une des raisons, c'est celle-là, en effet, parce que très vite, c'est vrai que Jeff Mills me disait, mais tu sais, quand tu es né noir aux États-Unis, l'espace ne peut être qu'un lieu meilleur que celui dans lequel tu vis. Donc déjà, c'est une possibilité de trouver d'échapper en effet à ce racisme qui est toujours très très présent. Mais il y avait par ailleurs une autre raison qui a été d'ailleurs très développée, très théorisée par Electrify Mojo. C'est pas pour rien qu'ils se sont tous référés à Mojo. C'est que c'était le désir de rupture par rapport au culte de l'ego qui était celui du rock'n'roll. Et là, ils en étaient arrivés à un point de saturation par rapport à ça,
et qui était aussi rock'n'roll, qui était blanc quand même pour la plupart reconnu. Qui avait fini par le devenir. Qui avait fini par le devenir, alors qu'au départ, ça partait pas de là quand même. Et donc il y avait une révolte par rapport à ça. Et donc Mojo a dit, ben voilà, l'individu doit disparaître, c'est sa musique qui doit se faire entendre et qui doit se faire découvrir, c'est elle qui exprime. On n'a pas à être reconnu. Et moi, je veux pas qu'on me voie. Et c'est aussi une des raisons de Mike. Il veut pas. Voilà, c'est la musique qui se présente. C'est pas l'homme, et l'homme se cache derrière sa musique. Et ça, c'est un aspect qui m'avait beaucoup plu à l'époque. Ce désir des musiciens de pas dire je suis un dieu. Et je me souviens encore d'un concert où on était ensemble. Moi, je projetais Men from Tomorrow et Jeff était avec moi. Et il y a des gens qui se sont adressés à lui en lui disant mais vous êtes une icône. Il s'est mis dans une colère épouvantable. Il a dit mais pas du tout. Je suis juste un individu, je suis juste un être humain. Je cherche des choses, c'est tout. Mais arrêtez avec ces histoires d'icônes. C'est pas possible, c'est insupportable. Voilà. Donc, lui, ça l'agace beaucoup quand il commence ses sets et qu'il y a 5 personnes qui viennent le filmer. Donc il y a un vrai désir de rupture par rapport à ça, c'est-à-dire je suis le plus grand, je suis le plus beau, je suis le plus fort. Non, je cherche. Et ce qui compte, c'est la musique que je vais réussir à faire. Et c'est ça qui doit vous intéresser. C'est pas ce que je fais, ce que je mange, qui je vois, avec qui je dors, etc. Voilà. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Il y avait donc ça aussi dès le départ. Et Mike disait aussi, pour moi, il est important, même quand je me promène à Detroit, puisque c'est celui quand même qui garde la ville, quoi. C'est quand même le gardien. Moi, je dis toujours, t'es l'exilé de l'intérieur, toi, tu vois. Et voilà, tu vois, il garde des trucs. Et il veut pas être connu quand il est dans les rues. Voilà, il veut pouvoir, parce que par ailleurs, c'est un homme qui fait beaucoup de sport, donc il entraîne plein de gamins des rues à faire du baseball, etc., etc. Donc il veut mener une vie Ah oui, non, moi je l'ai aidé quelquefois à mettre des chaises dans Underground Résistance pour installer tous les gamins, et il leur fait des leçons de théorie, quoi, de baseball. Et je lui dis, mais tu fais ça parce qu'il aime jouer au baseball d'abord, mais il dit, c'est juste aussi pour leur apprendre qu'on peut être ensemble sans se casser la figure. Voilà, on peut aussi être ensemble. Et puis la dernière fois que j'y suis allée, quand je suis arrivée à Underground Résistance, il avait un sourire jusque-là. Il me dit, tu sais quoi, Jacqueline, grâce au baseball, sur les 40 gamins dont je m'occupe, il y en a 20 qui vont rentrer à l'université. Parce qu'ils sont excellents. Et on sait bien que dans les universités américaines, le sport compte beaucoup. Voilà. C'est pas un aspect dont moi j'en parle, mais lui il aime pas mettre ça en avant. Mais moi je trouve ça magnifique parce que c'est aussi un lieu, voilà, pour lui où il est dans la communauté, quoi. Vraiment où il a une action, où il est très 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 actif. Il est très actif. Ils sont tous très actifs d'ailleurs. Ceux qui sont restés à vivre à Detroit. Ils sont très très impliqués dans la ville. Et puis c'est encore une histoire de corps, mais la prochaine fois, il faudrait qu'on parle de danse. Oui, absolument. Tout à fait. Ça, c'est aussi un autre secteur. Pareil, qui est pas loin de la transe, qui est pas loin de qu'est-ce que c'est que le corps exprime, qu'est-ce qu'il reçoit. C'est aussi un rapport à l'espace. La danse, c'est aussi un rapport à l'espace. La musique, c'est aussi un rapport à l'espace. Les fréquences de la Montaigne qui sont dans sa Dream House, c'est aussi 35 fréquences qui sont là, dans cet espace. Et parce qu'on a une distance entre nos deux oreilles, quand on bouge la tête, on fait nous-mêmes la musique. Ce qui est génial, il y a une séquence où tu filmes la Montaigne qui chante. Avec son micro, et quand il chante aussi. Voilà. Et il explique que la musique de drone, finalement, en fait, ça vient de la musique indienne. C'est la tradition du bourdon dans la musique indienne. Et il explique que il faut être deux, puisqu'il faut quelque chose sur lequel on s'appuie. Voilà, exactement. Et ça, c'est très beau, parce que ça encore, c'est l'espace. C'est presque une figuration de l'espace, le drone. Comme il dit, c'est ce socle ou ce sol sur lequel tu vas venir t'appuyer, puis tu vas pouvoir sauter en l'air, virevolter, faire tes tours, etc., etc. C'est ce qui permet la liberté. Et ce qui me plaît beaucoup aussi dans ces musiques-là, alors c'est moins vrai pour Steve Reich et pour Philip Glass ou pour John Cage, bien sûr, encore que, mais c'est quand même le côté improvisation. Voilà, il y a, pour moi, et ça c'est ce que j'ai aimé dans le jazz, il n'y a rien de plus beau que cette prise de risque d'un musicien ou d'un groupe. La musique qui est en train de se faire devant nous. Ça, je trouve ça, mais c'est comme si c'était une fonction humaine qui était pour moi un des summums, quoi. Voilà. D'abord
Et là, par exemple, j'ai été écouter au New Morning il n'y a pas longtemps l'orchestre de Sonra dirigé par Marshall Allen qui a 95 ans quand même, hein, et qui continue à tourner. Qui a soufflé comme dans son saxophone comme un dingue. Et c'est vrai que cette relation du grand orchestre où les gens s'écoutent, où les gens se regardent, où les gens réagissent à ce que fait l'autre. Bien sûr, ils ont mis en place aussi des il y a des canevas. Il y a un canevas. Mais après, ça part, quoi. Après, ça... Voilà. Et il y a dans le film Les couleurs du prisme, il y a un très beau propos de Terry Riley qui dit, mais tu sais quoi, l'art, c'est du risque. Et voilà, si tu ne te mets pas en danger, tu ne réalises pas vraiment des choses. Et puis même si tu te plantes, qu'est-ce que ça peut faire? Tu vas apparaître pour un fou. Et les personnes qui sont les plus intéressantes sont folles. Quelque part. C'est ce que j'appelle la folie créatrice. Et c'est vrai que quand on a... Moi je dis toujours réaliser des choses. Que ça soit mes films, que ça soit la musique, c'est mettre en forme un désir. Et ça, mettre en forme un désir, c'est ce qu'on peut faire de bien quand on est là, quoi. On n'a pas tellement de tours, on n'en a qu'un. Hein. Donc, si on peut en profiter pour, au lieu de passer par des trucs destructeurs ou pas, mettre en forme son désir, ça j'aime bien, ça canalise énormément de choses, quoi, et d'énergie, de violence éventuelle qu'on a. Moi, je sais que j'ai de la violence en moi, mais la canaliser autrement, c'est pas mal. C'est une jolie fin. Merci Jacqueline. Merci à toi.